Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement reçoit ce jour Madame Eyok Suzanne. Elle est la vice-présidente senior de International Conservation. Bon, en français, comme on le dirait, la conservation internationale. Madame Suzanne, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une pléthore d'organisations avec des terminologies que nous voulons savoir. C'est quoi conservation internationale? Donc, conservation internationale, Conservation International en anglais, le nom ne change pas, est une organisation qui, comme son nom le dit, est active dans la conservation. Nous sommes actifs sur le terrain africain depuis 30 ans, où nous avons d'abord commencé par se focaliser sur la préservation de ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, qui étaient dans 5 pays: Madagascar, le Libéria, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Kenya. Pendant ces 30 années de travail sur la biodiversité, nous nous sommes concentrés sur 3 types d'écosystèmes: les savanes, les océans et bien sûr les forêts et mangroves. Nous travaillons dans ces 5 pays où nous avons des bureaux, mais nous travaillons aussi en partenariat avec les organisations sous-régionales, les États, pour le renforcement des capacités en termes de transparence climatique, pour s'assurer que les pays puissent remplir leurs commitments vis-à-vis des accords de Paris. Nous travaillons aussi beaucoup avec les agences GEF et JCF, parce que nous sommes une agence d'exécution. Et dans ce cadre, nous avons un certain nombre d'interactions sur le continent avec les acteurs de l'environnement, qu'ils soient gouvernementaux ou de la société civile. Ces 5 pays pilotes qui ont bénéficié justement de la mise en œuvre d'un certain nombre de vos projets depuis pratiquement 30 ans, qu'est-ce qu'on retient comme initiative concrète qui a été opérationnalisée? Si on prend par exemple l'exemple du Libéria et de la forêt Upper Guinean Forest, je ne sais même pas comment on dit en français, excusez-moi, mais sur cette forêt-là, on se rend compte que le pays où nous travaillons, le Libéria, est détenteur maintenant de 40% de la forêt. Les pays voisins l'ont toutes coupé. La Côte d'Ivoire a coupé sur les 30 dernières années presque 40% de son couvert forestier pour planter du cacao. Donc l'on voit que notre action et notre travail en partenariat avec l'État du Libéria a permis de maintenir et de créer des aires protégées qui ont maintenu l'intégrité de cette forêt, par exemple. À Madagascar, qui est vraiment un hotspot de biodiversité, nous avons travaillé de concert avec les autres agences de développement et de protection de l'environnement pour développer la cartographie des aires protégées de Madagascar. Et ce sont ces aires protégées qui sont encore aujourd'hui en co-gestion avec ces organisations environnementales dont nous faisons partie. Malheureusement, au moment de la guerre au Congo, nous avions fermé nos bureaux, nous ne les avons pas réouverts, mais nous travaillons via le GEF avec un certain nombre de partenaires locaux et d'autres agences de développement sur le terrain pour mettre en œuvre des programmes. Au Kenya, nous sommes très connus pour nos programmes de conservation participative finance, pour la mise sur le marché de crédits carbone de qualité qui bénéficient par exemple aux communautés locales. Oui, mais vous avez évoqué justement dans votre propos la spécificité sur les savanes et les mangroves. Alors, dans le cadre justement de ce qui concerne la protection des mangroves, de façon concrète au niveau africain, c'est quoi, quelles sont justement les interactions qui sont opérationnalisées par International Conservation?
Donc, nous travaillons par exemple avec le Mozambique pour l'extension des aires protégées qui inclut les mangroves dans leur programme Océan. Nous travaillons dans le cadre de notre partenariat avec le Libéria mais aussi la Sierra Leone sur la protection de leurs mangroves et nous avons investi sur les 20 dernières années sur des projets de protection qui regardent les forêts et les océans en conjonction. Et bien sûr, sur le nord de Madagascar, nous travaillons à Diego pour la protection des mangroves. Donc c'est quelque chose que nous avons fait de façon continue et soutenue. Ce que nous avons fait maintenant, après avoir travaillé dans ces pays hotspots, c'est de regarder à comment est-ce que l'on peut construire avec les acteurs sous-régionaux un certain nombre d'initiatives à haute échelle. Donc c'est ce qu'on appelle le Seascape. Et c'est donc de regarder, d'avoir une approche paysagère des océans et donc de se dire que nous allons travailler et développer une stratégie au niveau de conservation internationale qui nous permettrait de nous rapprocher d'un certain nombre de gouvernements pour la protection des océans et des mangroves. Dans le domaine de la conservation, il y a plusieurs axes qui sont tout à fait pris en compte avec des actions assez diverses comme la protection, la lutte contre le braconnage, et également la protection des espèces en voie de disparition et autres. Ben, sur quoi est-ce que Conservation International se concentre réellement? Donc en général, la conservation de la biodiversité est quelque chose qui nous préoccupe, hein, comme toutes les agences. Mais il y a des agences qui le font beaucoup mieux. Certains ont pour mandat de protéger les éléphants, les rhinocéros. Mais ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec ces organisations. Nous sommes partenaires et cofinanceurs de Elephant Protection Initiative, qui est une initiative qui réunit des gouvernements pour la protection des éléphants, par exemple, mais nous ne le faisons pas de façon directe. Le travail que nous faisons à Conservation International est vraiment de se focaliser sur comment est-ce que l'on s'assure que la nature va contribuer à la mitigation des effets néfastes du climat. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on se concentre. Il y a des gens qui font très bien la protection des animaux. Il y a des gens qui font très bien la recherche. Il y a des gens qui font très bien la protection des océans. Là où nous sommes très très forts, c'est de développer des approches qui seront adoptées à plus grande échelle par des acteurs nationaux ou de la société civile sur la mitigation du climat. Justement, parlant de la société civile, quelle est la place qu'elle occupe justement auprès de Conservation International, notamment la société civile africaine qui nous intéresse? Et quand nous parlons de société civile, on parle justement de ceux-là qui sont beaucoup plus proches des communautés et non des grosses organisations. Le travail justement de Conservation Internationale n'a pas été d'essayer d'ouvrir des bureaux partout. Il y a des acteurs locaux qui sont proches des communautés, parce que nous n'avons pas de communautés indigènes en Afrique, on n'a que des communautés locales. Et donc, il est important de renforcer ces organisations de la société civile, de travailler avec des gens qui sont proches des populations et en lesquels les populations ont confiance. Donc, notre approche est de renforcer les partenariats, travailler, identifier qui sont les acteurs locaux et nationaux qui peuvent porter à même les projets. Nous n'allons pas les mettre en œuvre nous-mêmes partout. Nous travaillons en concert avec d'autres et c'est quelque chose qui, pour ces dernières 30 années, ont travaillé très bien. On travaille dans 24 pays d'Afrique, nous n'avons que 5 bureaux. 24 pays d'Afrique et 5 bureaux. Alors, vous fonctionnez, vous avez dit, comme une agence d'exécution. Quelles sont les interactions de collaboration avec les autres organisations existantes qui font dans le domaine de la conservation? C'est une famille. C'est vraiment une famille. Nous nous entendons, parfois nous ne sommes pas d'accord, mais c'est une famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dialogue, toujours un concert, toujours travaillant ensemble dans le même objectif qui est la conservation de la biodiversité animale et végétale sur le continent. Une question justement en rapport avec les mécanismes de financement, notamment la conservation en demande. Nous sommes ici à la COP 15 où notamment les pays africains sont en train de solliciter la création d'un fonds dédié pour la conservation. Comment est le modèle opérationnel de Conservation International en matière de mécanismes financiers?
Nous sommes une agence d'exécution JEF, donc nous passons par le mécanisme du JEF et du JCF. Pendant les débats, nous avons entendu les pays riches en biodiversité sont sortis de la salle et ont considéré qu'ils n'étaient pas entendus. Nous avons travaillé avec un certain nombre de pays. Mon collègue qui n'est pas là faisait partie et était dans la salle pendant une négociation afin de soutenir les pays dans leur volonté de formuler leur position. Donc nous sommes tout à fait en soutien des pays riches en biodiversité qui considèrent qu'il faut avoir un mécanisme approprié pour avoir des fonds dédiés à la préservation de la biodiversité. Et comment est-ce que vous appréciez notamment ce positionnement, de façon aussi peut-être personnelle, ce positionnement de ces pays riches en biodiversité qui en demandent beaucoup plus en termes de soutien? Il est tout à fait compréhensible que, étant les gardiens de cette biodiversité, ils demandent d'être soutenus dans sa préservation. Sur la question des fonds dédiés, comme on dit en anglais, it's a no-brainer. Il est tout à fait nécessaire d'avoir des fonds dédiés. Maintenant, sur la création d'un autre fonds, la question est de se dire, on se rappelle combien de temps ça avait mis pour la création du JEF. On se souvient de combien de temps ça a mis pour la création du JCF. Avons-nous ce temps? Donc la question est de savoir, et j'ai entendu beaucoup de partis dire ça, c'est d'être sûr d'avoir dans l'allocation du JEF, si ça doit être dans le JEF, une quote-part qui est dédiée spécifiquement à la biodiversité. Si c'est le cas et que l'on peut mettre en place une gouvernance qui fonctionne en soutien à cela, très bien. Mais j'ai peur, moi personnellement en tant que Suzanne, que la création d'un nouveau fonds prenne du temps et nous retarde et nous distrait et nous lance dans des débats du combien de membres, qui est le président, qui est la chaire, vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, il est important que ces fonds soient mis à disposition. On parle d'un gap de 200 milliards de dollars, que ces fonds soient mis à la disposition des États le plus rapidement possible parce que nous n'avons plus le temps. Oui, mais les pays s'offusquent justement des procédures et des mécanismes d'accès au financement, comme justement vous, avec le JEF. Les procédures sont souvent assez longues et sollicitent beaucoup plus des mécanismes simplifiés. Le fait que ce soit hébergé par le JEF ne veut pas dire que les mécanismes de financement ne peuvent pas être simplifiés. Et je pense qu'il est important que les États, le JEF, s'assoient pour voir comment ils peuvent le faire marcher. Je pense que cela prendra beaucoup moins de temps que de créer quelque chose de nouveau. Si nous revenons justement, vous, tout en soutenant la durabilité qui a été celle du fonctionnement opérationnel du JEF, 7 ans en moyenne, pour voir les premiers projets être appuyés. Est-ce que les pays africains, notamment, vous pensez, ne sont pas suffisamment épuisés, justement, des annonces qui n'ont pas abouti avec déjà un certain nombre de financements sur le climat et qui ont été annoncés non aboutis, et que c'est la conséquence justement de tous ces échecs. Bon, cela dépend de l'angle qu'on a, qui justifie justement la création de fonds. Je pense qu'il faut faire une différence entre le temps justement dont je parlais, la mise en place du JEF et sa mise en route qui a été de 7 ans avant qu'on voit les premiers projets sortir. C'est justement de ça dont je parle. C'est-à-dire qu'un nouveau fonds, peut-être un autre 7 ans. Donc c'est de ça dont j'ai vraiment peur. Après, la maturité des États africains, c'est pas à moi d'en juger. De leur capacité à mettre en œuvre, l'Afrique n'est pas monolithique. On parle souvent de nous comme si nous étions un ensemble de gens qui sont les mêmes, au même niveau, aux mêmes capacités, avec la même diligence financière. Je ne dirais pas ça. Donc, est-ce une histoire de cas par cas? Il y a des pays qui ont vraiment été proactifs dans l'accès à un certain nombre de ressources.
d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Je pense qu'il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place par d'autres bailleurs qui sont là pour le renforcement de capacités et je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Au niveau de conservation internationale, quels sont les mécanismes justement les plus simplifiés pour les accompagnements de financement au projet? Nous ne sommes pas un bailleur. Hein, ah d'accord. Donc nous sommes une agence d'exécution. Ouais. Si un pays fait une requête auprès du GEF ou du JCF, si c'est dans ce qui nous a été attribué comme portfolio, nous interviendrons avec le pays afin de développer le projet GEF ou le projet GCF. Comme nous l'avons fait en Angola, au Botswana, à Madagascar, au Libéria, et j'en passe. Mais ça dépend, c'est au cas par cas. Parfois, nous travaillons avec des pays pour aller chercher ensemble des fonds sur quelque chose auquel nous croyons. Parfois, nous mobilisons des fonds pour le développement d'aires protégées. Parfois, nous nous associons à d'autres qui ont des objectifs communs avec toujours le soutien et en ayant le gouvernement en première ligne pour mobiliser ces ressources. Donc, il y a différents mécanismes et différentes façons. Ça dépend du quoi, du quand et du comment. Ça dépend de l'urgence, ça dépend des requêtes des gouvernements. Ça dépend aussi des ressources qui sont disponibles out there. Et comment vous parvenez à implémenter des politiques dans 54 pays juste avec un bureau? 24. Moi, je travaille dans 24. 24 pays. Je travaille dans 24 pays en ce moment. Le partenariat, je veux dire, il est tout à fait fortuit de penser qu'on a besoin d'être là pour faire les choses. Est-ce une nouvelle forme de colonisation? Est-ce du paternalisme? Est-ce dire aux gens, nous devons être là pour que vous fassiez? Non. Les États, la société civile sont des êtres conscients qui savent au mieux ce qui est nécessaire à faire pour leur pays, pour le bien de leur pays, de leur population et des populations locales, et qui travaillent de concert avec nous pour mettre en œuvre ces projets. Tu n'as pas besoin d'avoir une présence physique pour mettre en place un projet. Dans toutes ces approches, il y a l'État qui est l'interlocuteur principal justement dans le cadre des sollicitations, des mécanismes d'accompagnement. Mais de l'autre, il y a justement, encore je reviens sur la société civile qui s'insurge sur l'incapacité d'accès direct à des financements. Si ce n'est en plus fort titre de maigres implications pour les activités de renforcement juste de capacité. Mais comment est-ce qu'on parvient justement à... Moi, je ne suis pas un État. Donc, puis-je rentrer dans le jardin de quelqu'un et faire ce que j'y veux? C'est pas sûr, n'est-ce pas? Donc, il est sûr que pour toute activité que je vais conduire ou que nous allons conduire en tant qu'organisation dans un État, il faut la bénédiction de l'État. Les États sont souverains. On ne peut pas décider de venir travailler dans l'air de protéger d'un pays quelque part sans l'endorsement de l'État. On ne peut pas décider de venir travailler pour la protection des océans qui fait partie du domaine de l'État sans la bénédiction de l'État. Mais ça ne veut pas dire que les partenaires sont étatiques. Les partenaires peuvent être étatiques parce qu'ils font partie du cadre officiel qui est nécessaire, législatif, financier, juridique, qui est nécessaire. Mais on peut travailler dans ce framework avec des organismes de la société civile qui vont être, par exemple, les agents d'exécution. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je trouve qu'il n'est pas élégant de venir dans la maison, dans le jardin de quelqu'un et de ne pas toquer à la porte. En quoi est-ce qu'on résume justement votre participation à la COP? Donc à la COP, nous avons fait un certain nombre de choses. Il y a bien sûr le travail de soutien aux partis. Donc nous avons toute une équipe de policy analystes qui ont été là
pour travailler avec les pays, les aider à formuler leur prise de position, aider dans la rédaction des textes, pousser pour que les choses qui se retrouvent entre parenthèses soient adoptées. Donc on a cette partie-là. On a aussi une partie qui est vraiment liée au plaidoyer et à l'échange, c'est-à-dire rencontrer un certain nombre d'autres acteurs actifs dans les activités de conservation et de protection de la biodiversité. Et puis bien sûr, il y a tous les événements, panels, événements de haut niveau auxquels mes collègues et moi-même avons participé. Oui, bon, je vais revenir beaucoup plus en arrière avant de conclure. Vous avez parlé également dans le cadre de vos actions des océans. Alors, il s'agit de quoi concrètement? C'est vrai que c'est une thématique un peu... quand on voit des forêts et qu'on doit ramener les océans encore dedans, bon, pour nous autres de la zone forestière, on se demande il s'agit de quoi concrètement? Je suis aussi de la zone forestière, mais je parlais tout à l'heure d'une approche seascape, ce qu'on appelle paysage marin. Et avoir une approche paysagère pour l'environnement marin, c'est de regarder à mettre en place quelque chose qui est attrait à la conservation, mais aussi à des activités génératrices de revenus pour les populations côtières. Donc, ce que nous faisons, c'est de travailler non seulement sur la mise en place d'aires protégées en milieu marin, mais aussi de regarder comment est-ce que l'on peut travailler avec les domaines des pêches et de la conservation et les populations locales pour avoir un partenariat gagnant-gagnant pour la protection de ces côtes. Donc c'est vraiment une approche paysagère marine. Et pour sortir justement de cet échange, alors comment est-ce que ça s'organise pour les pays qui souhaitent bénéficier de l'accompagnement de Conservation International? Que les pays, comme je dis, nous travaillons pour les pays, pour les bénéfices du pays. Si un pays veut travailler avec nous, qu'il nous contacte. Merci, Madame Ngor. Eyok Suzanne, je rappelle que vous êtes la vice-présidente senior de International Conservation. Merci beaucoup.